Bonjour Chétan. Bonjour Nartan. Donc je suis venu avec une question aujourd'hui parce que en tant que voilà, je suis dans ta formation d'animateur de tantra et avant d'y rentrer, j'ai vu la série Netflix sur Osho Wild Wild Country et je peux dire que j'ai été très interpellé, voire déstabilisé, de dire tiens, pourtant j'ai déjà fait des stages avec Chétan, je suis vraiment touché par ce que tu nous partages. Qui me nourrit profondément au niveau du tantra, de l'enseignement. Et en même temps, là, tout d'un coup, je vois quelque chose qui m'intéresse, qui me dérange. Donc j'avais vraiment besoin de venir vers toi. Et puis d'autres sont venus aussi vers toi avec cette question-là. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Osho, est-ce que c'était vraiment un maître éveillé ou est-ce que c'était quelqu'un qui a fait un peu n'importe quoi. Donc, quel est ton regard, toi qui as quand même vécu à Pune en Inde avec Osho, dont Osho est ton maître et il est toujours. Donc, Ouais. tu m'as répondu quelque chose qui m'a beaucoup, voilà, qui m'a convaincu. Et j'avais vraiment à cœur que tu puisses le partager aussi à d'autres. C'est une expérience précieuse dans ce domaine. Et merci de ton éclairage. Merci de ta question. Oui, c'est une question qui se pose et le documentaire de Netflix a l'immense mérite d'actualiser cette expérience puissante qui s'est vécue autour d'Osho et en particulier dans l'état d'Oregon aux États-Unis entre 81 et 85. Moi, j'ai connu Osho en début 80, j'ai été initié par lui 24 février 80 exactement, et je considère que c'est une des grandes chances dans ma vie. Ça m'a vraiment aidé, ça a aidé le jeune homme de 24 ans que j'étais à entrer pleinement sur le chemin spirituel et à avoir de l'aide, du soutien sur ce chemin. J'étais en France lors de cette phase où Osho était en silence en Amérique, et j'ai suivi les événements un peu à distance. Je suis allé qu'une semaine dans une des grandes célébrations annuelles, c'était l'été 84 aux États-Unis. J'ai été frappé par l'immensité de cette communauté dans le désert, parce qu'avec tout ce qui avait été créé en 3-4 ans, c'était incroyable. Une ville, un petit aéroport, une grande ferme bio, des tas de bâtiments de tout genre, c'était à l'échelle américaine. Et j'ai senti l'enthousiasme des gens, des 4 ou 5 000 personnes qui vivaient là, et des 15 000 personnes qui venaient du monde entier pour cette grande célébration. Après, j'ai commencé à recevoir des nouvelles qui m'ont beaucoup dérangé, qui m'ont questionné pendant de nombreuses années et qui, par certains aspects, me questionnent toujours. Je ne suis pas arrivé à un moment où je peux me dire j'ai la vérité sur tout ça. Non, il y a des choses qui me questionnent et des choses avec lesquelles maintenant je suis en paix parce que j'ai pu les intégrer dans ma vision. C'est un peu cette vision que j'aimerais partager. Osho a beaucoup parlé pendant des années. Il y a d'ailleurs plus de 500 livres qui ont été créés à partir de ses discours. Donc je trouve que chacun est une pépite extraordinaire. Et à un moment donné, il a dit, on peut voir un petit peu une partie des livres écrits par ses disciples et quelques-uns par lui, il a souvent dit je parle parce que vous n'êtes pas encore prêt à comprendre mon silence. Et lorsque assez d'entre vous pourront me rejoindre dans ce silence, j'arrêterai de parler. Et c'est ce qu'il a fait, je crois, en mars ou en avril 1980. J'étais à cette époque dans son ashram à Pune en Inde. Et ça a été un choc pour nous parce qu'effectivement, il a arrêté de parler en public. Il était présent en silence dans ce qu'on appelait des satsangs, des moments de silence, des moments de musique douce, et des moments où quelqu'un lisait des extraits d'un de ses livres anciens. Et lui était présent en silence. Waouh! Et il y avait une beauté incroyable dans ce silence, dans cette présence au-delà des mots. Et à ce moment-là, exactement le 1er juin 1980, il est parti aux États-Unis. Alors ça peut être toute une autre vidéo pourquoi il est parti. En quelques mots, dans ce que j'en comprends, il y avait un immense effort qui avait été fait pour trouver un grand terrain en Inde pour créer une communauté plus importante, puisque l'ashram à Pune était petit, c'était juste, je crois, 5 ou 6 hectares, alors qu'on était passé de quelques centaines à plusieurs milliers, et ça devenait vraiment étroit pour toute ce groupe humain en expansion et toute l'énergie qu'il y avait là. Donc Lakshmi, qui était la secrétaire d'Osho à l'époque, a fait beaucoup de voyages en Inde pour chercher à créer une grande propriété. Et chaque fois où ça allait se faire, il y avait des ordres qui venaient, en fait, sans doute du Premier ministre indien, qui s'appelait Morarji Desai, qui était un hindou traditionnel, très opposé à Osho, qui
comprenait absolument rien à l'enseignement d'Osho, qui voyait vraiment que des choses négatives. Et donc, lui et son administration ont fait des blocages très forts. Et Sheila, en fait, qui était une adjointe de l'archive, est venue au premier plan, c'est un peu joué des coudes pour être au premier plan, et a beaucoup poussé Osho à aller aux États-Unis. Et en fait, bien qu'étant indienne, Sheila avait fait ses études aux États-Unis, s'était mariée avec un Américain. Elle connaissait très bien la culture de l'Amérique. Et je pense a tout fait pour qu'Osho aille, en vraiment l'invitant à se faire connaître aussi à un niveau plus large que l'Inde. Et finalement, Osho a dit oui. Et donc, le 1er juin 80, il part aux États-Unis. Il passe quelques mois dans un petit château qui était un centre de méditation, donc créé par des disciples aux États-Unis, près de Washington. Et pendant ce temps, Sheila, qui s'était remariée entre-temps, son premier mari américain était mort de maladie, et s'était remariée avec un banquier américain également. Donc eux deux, avec quelques amis à eux, ont acheté un immense ranch dans l'état d'Oregon. Et ont créé la base de cette communauté et ont invité Osho à venir rejoindre ce lieu. Donc il faut bien avoir en tête que ce n'est pas Osho qui a demandé à créer un lieu, etc. C'était vraiment l'initiative de Sheila. Et qu'Osho, quelque part, a répondu à ça. Et il s'est installé là-bas. Et très rapidement, il y a des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes qui ont rejoint, qui avec un enthousiasme incroyable, et un peu dans cette énergie américaine d'esprit pionnier, à partir de ce qui avait été un ranch, mais qui avait été, comment on dit, overgrazed, qui avait été abusé dans les pâturages et finalement laissé à l'abandon pendant des décennies. Donc tout ça a repris vie, toute cette nature qui avait été mal entretenue et abusée même, a repris vie avec beaucoup de soins, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi qui a été investi par beaucoup de gens pour que tout ça reprenne vie. Ça a été le cas. Et il y a une ville qui a poussé, Rajneeshpuram, selon des principes d'écologie, des principes de permaculture, enfin de plein de choses qui ont été mises en œuvre pour qu'il y ait une sorte de rencontre entre le côté spirituel et le côté matériel, qui est aussi à la base de l'enseignement d'Osho. Mais ce qui se passe, c'est que très vite, bien que ce ranch était immense, c'était plus de 30 000 hectares, il y avait quand même des voisins autour, il y a toujours des voisins même s'ils sont loin, et qui ont mal vu cette arrivée de gens qui à l'époque s'habillaient toujours en rouge, portaient le collier avec le médaillon, on peut le voir sur ce livre, on peut le voir peut-être en gros plan, avec la photo d'Osho, qui représentait en fait, pas pour nous la photo de quelqu'un, mais d'un état de conscience éveillé. Et il y avait toutes les rumeurs autour d'Osho, les incompréhensions de sexe-gourou, etc. Alors que pour nous qui sommes dans le tantra, il y a une évidence que Osho n'est pas un sexe-gourou, mais quelqu'un qui enseignait à aller au-delà de la sexualité ordinaire en prenant soin d'embrasser notre réalité physique, énergétique, là où on en est, et permettre à tout cela de grandir pour aller au-delà, non pas en réprimant, mais en transmutant et en comprenant pleinement nos énergies. Ça peut faire l'objet d'autres vidéos plus sur le tantra, mais il y a quand même ces rumeurs négatives autour d'Osho, plus ce côté très visible, ces gens habillés en rouge, qui arrivaient comme ça par centaines avec leur énergie vibrante, enthousiaste. Et puis, il faut dire que l'état d'Oregon, surtout dans cet endroit-là, c'était pas les villes des personnes plus progressistes, c'était vraiment la campagne profonde, ce qu'on appelle les redneck country, l'espace où étaient des gens très traditionnels, beaucoup avec des croyances chrétiennes vraiment fortes, enracinées, la culture des armes à feu, enfin tout ce côté américain, on peut dire le moins évolué finalement. Et Sheila, sans aucune vigilance par rapport à ça, a acheté ce domaine en plein dans cet espace de fermier traditionnel américain. Donc il n'y avait pas du tout les conditions culturelles d'une rencontre, au contraire avec tous les ingrédients d'une opposition. Cette opposition s'est manifestée très vite, et alors que c'est une loi aux États-Unis, dans un grand domaine, au moins 150 personnes veulent créer une ville, ils peuvent créer une ville nouvelle. Donc ça a été le cas. Dès qu'il y a eu 150 disciples d'Osho, ça s'est fait rapidement, qui a habité là. Il y a une demande qui a été faite pour créer une ville d'après son nom d'origine Rajneesh, qui veut dire la pleine lune. Donc Rajneeshpuram, la ville de Rajneesh. Et ça a été accordé, les papiers ont été faits. Du coup, il y a de nombreux permis de construire qui ont permis à toute cette vitalité, cette créativité de se manifester dans la matière, avec une ferme écologique, avec de
de nombreuses habitations pour les nouveaux résidents, avec des routes, avec des magasins, avec un grand hall de méditation, etc. Mais il y a une telle pression au niveau local, puis à niveau de l'État d'Oregon, puis même sans doute au niveau aussi fédéral, puisqu'à l'époque, il faut savoir, comme c'était Ronald Reagan qui était le président, là aussi un chrétien traditionnaliste. Donc c'était très mal vu, ces gens qui venaient secouer toutes les croyances traditionnelles et apporter une vision tout à fait nouvelle de la spiritualité. Et du coup, il y a de telles oppositions qui ont été faites qu'il y a eu un procès ou des directives politiques pour que cet établissement d'une ville nouvelle soit arrêté. Et donc, tout d'un coup, tous les permis de construire ont été menacés. Et comme tout ça a été en stand-by, en arrêt, et qu'il y avait une petite ville à côté qui s'appelait Antelope, où il n'y avait qu'une quarantaine de résidents âgés qui étaient là, ça a été très facile pour quelques dizaines de disciples de s'installer et d'avoir la majorité au conseil municipal. Donc les permis de construire qui ne pouvaient plus être accordés à travers Rajneeshpuram étaient accordés à travers la ville d'Antelope. Mais les médias qui sont friands du spectaculaire, du scandaleux, du négatif, parce que c'est ça qui titille le mental humain qui fait vendre des journaux ou des programmes télé ou autres, s'est emparé de ça et a grossi l'image d'une secte qui s'emparait d'une ville, etc., sans donner tout le contexte forcément qui va avec. Ça a enflammé les antagonismes et ça a donné ce qu'on voit dans la série Netflix, c'est-à-dire un crescendo entre d'une part des personnes autour de plus en plus opposées. Il fallait savoir quand même qu'il y avait des t-shirts qui étaient imprimés, on voyait Osho qui était vu à travers la mire d'un fusil à lunettes. C'était pas de la gentillesse, c'était même pas de l'opposition verbale, il y avait une menace réelle. Il y a aussi un hôtel qui a été créé parce que les gens arrivaient de Portland en avion du monde entier pour venir visiter la commune, et c'était quand même plusieurs heures de route, donc il y avait un hôtel qui avait été créé dans une petite ville intermédiaire où les gens pouvaient passer la nuit, se reposer. Et cet hôtel a été l'objet d'un attentat à la bombe. Il se trouve que miraculeusement, le terroriste, on peut dire, qui a déposé la bombe, ça a éclaté entre les mains. Enfin, une petite bombe, puis il y avait une plus grosse. C'est un système très perfectionné. On met une petite bombe, ça attire du monde. Après, la grosse bombe explose et ça crée beaucoup de dégâts et de victimes. La petite bombe va exploser entre les mains. Donc, quelque part, il y a une protection, mais quand même, il y a eu un attentat à la bombe. Et du coup, ça a entraîné, on peut dire, une sorte de paranoïa chez Sheila, qui était sans doute prédisposé à ça. Et c'est quelqu'un, il faut savoir, qui n'était pas dans la méditation. C'est quelqu'un qui a été touché par Osho, mais plus dans une sorte de rapport amoureux, on peut dire. C'est comme ça que je le vois. Et elle voulait un peu que le maître soit pas à sa disposition, mais dans son univers. Au lieu de rentrer dans l'univers d'Osho, elle essaie de faire rentrer Osho dans son univers. Et comme Osho était en silence et public, donc il s'entretenait avec elle, assez souvent avec quelques proches disciples, mais il ne parlait plus. Donc c'est elle qui est devenue son intermédiaire quelque part entre lui et le monde. Et c'est un rôle qui lui convenait très bien. Et avec tous à la fois ces challenges intérieurs à la communauté, parce que c'est jamais facile de créer quelque chose à partir de rien, il y a tous les égos de chacun, il faut le savoir, et aussi toutes ces pressions extérieures. Il y a quelque chose qui s'est passé en elle, et je crois qu'on peut dire qu'à peu à peu on a perdu les pédales. Perdu les pédales au sens de perdre le sens du raisonnable, et voir des ennemis partout. Il y en avait, mais peut-être de les voir encore plus, à l'extérieur, et aussi au sein de la communauté. Je sens une émotion monter. Pour moi, ce n'est pas un sujet intellectuel, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup, et qui m'a blessé aussi. Et on a appris, finalement, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui est très bien raconté au niveau factuel dans la série Netflix, ce crescendo d'opposition, et finalement, Osho et le gang d'une quinzaine de personnes, surtout des femmes d'ailleurs, essentiellement des femmes qui étaient en charge de tous les départements de la communauté, les responsables. Donc une quinzaine de personnes sont parties et ont déserté quelque part la communauté. Et quand ce groupe est parti, il est venu au jour toutes les manigances et les crimes presque, on peut dire, qui a été commis. Bien que personne n'ait été tué, il faut le souligner, ni gravement blessé ou handicapé pour le reste de sa vie. Il y a des gens qui ont été entre autres empoisonnés, y compris au sein de la communauté, y compris le médecin personnel d'Osho, et la personne qu'on appelle le caretaker, Vivek, qui prenait soin de lui dans tous ces domaines, de l'alimentation,
de l'habillement, etc., qui était vraiment, on peut pas dire sa compagne, la personne qui était en charge de lui, de prendre soin de lui tout le temps. Donc les deux personnes les plus proches, on peut dire, son médecin et Vivek, ont été empoisonnés sur ordre de Sheila par des personnes de son groupe. Et ça, pour moi, ça a été une gifle, mais incommensurable. Comment seulement après quelques années, donc ça devait être en 85, cette expérience a commencé en 80, comment au bout de 4 ans seulement, des tensions montaient à tel point que le pire, qui c'est de tuer d'autres personnes, puisse avoir lieu. Et nous qui avions cette image, qu'on était tellement évolué, qu'on avait les meilleurs thérapeutes, les meilleures méditations, les meilleurs groupes d'évolution spirituelle, comme dans beaucoup d'autres groupes, c'est facile de se croire les meilleurs. On a pu voir qu'on était aussi les pires. Quelle gifle et quelle leçon terrible, mais salutaire. Que l'humanité, dans ce cas-là de plus beau et de plus noir, c'était aussi nous. Et nous, c'est les autres, mais c'est moi également. Et c'est toi, et c'est lui, et c'est elle, c'est nous, c'est... Waouh! Et du coup, moi qui étais si rapide à critiquer la chrétienté entre autres, l'Inquisition, les croisades et tout, ils ont mis quelques siècles à arriver là, ils ont mis quelques années, c'est allé plus vite. Waouh! Et aussi par rapport à l'extérieur, d'avoir essayé de manipuler les élections, entre autres en faisant venir tous ces sans-abri, soi-disant pour des motifs de solidarité, mais en fait pour les utiliser pour le vote. Quelle horreur! Il faut le dire. Quel abus des moyens financiers, des moyens technologiques, des moyens de communication qui étaient là rassemblés pour... Et c'est toujours ça qui je dirais, le ver dans le fruit. Pour arriver à quelque chose de bien, on s'utilise à employer des moyens qui sont dégueulasses, qui sont ignobles. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Et en fait, les moyens inadéquats trahissent la fin, empoisonnent la fin. On ne va jamais vers une belle fin en employant des moyens inadéquats et horribles. Et c'est la grande leçon qu'on a vécue, collectivement. Et la question qui m'a taraudé, comme beaucoup de gens, qu'est-ce qu'Osho savait des manigances de Sheila et qu'est-ce qu'il ne savait pas? Et qu'est-ce qu'il a laissé faire consciemment pour nous servir de leçon, je crois? Et qu'est-ce qu'il a découvert en même temps que nous, pratiquement? Certainement, Osho ne savait pas que sa chambre était sous micro, comme beaucoup d'autres lieux de la communauté, sous surveillance du gang de Sheila. Certainement, il ne savait pas que certains des disciples les plus proches étaient soumis à un empoisonnement. Est-ce qu'il savait que Sheila allait faire venir des gens extérieurs, des sans-abri, pour essayer de fausser quelque part, enfin en tout cas d'influencer une élection? Je ne sais pas. Est-ce qu'il savait que... on peut employer, on peut aller voir, ça prendrait trop de temps ici, mais tous les éléments qui sont mis en lumière dans cette série, à mon sens, Osho a encouragé Sheila à défendre la communauté au sens large. Pour moi, c'est impensable, tel que je perçois Osho de l'intérieur, tel que je l'ai vu pendant 10 ans de ma vie, où on était encore dans son corps physique, et de l'inspiration que je reçois depuis 30 ans où il n'est plus dans le corps, que Osho est encouragé à tuer d'autres êtres humains, ou à les blesser, ou à les maltraiter. Pour moi, c'est tellement étranger, non seulement à sa vision, mais à l'énergie, à la vibration qu'il a pu dégager, dont j'étais témoin au fil de ces années. Pour moi, ça vient du mental dérangé de Sheila. Après, c'est à chacun de se faire son opinion. C'est ma vision des choses. Voilà. Mais je peux témoigner que tout ce que j'ai reçu d'Osho, c'est de la lumière, c'est de la compréhension, c'est de la force aussi. Osho n'était pas un béni oui-oui. Donc il a encouragé Sheila à stand up for your truth, être debout dans ta vérité, c'est vrai. Mais pas en faisant n'importe quoi et pas en blessant d'autres êtres. Pour moi, c'est là où il y a la ligne rouge. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je précise par rapport à tout ça? Tu m'as aussi proposé de... Merci pour ces éclairages qui sont profonds, et en tout cas qui nous encouragent aussi à nous faire notre propre discernement. Oui. Et justement pour mieux comprendre un petit peu qui était Osho, parce que moi je le connaissais que vraiment de l'extérieur, et ben tu m'as encouragé à lire aussi ce livre-là qui est une autobiographie que lui-même n'a pas voulu, mais qui a été faite, et qui est très très éclairante aussi
sur la personnalité d'Osho, qui est aussi quelqu'un qui était clairement avec un rebelle et avec un côté très très provocateur. Oui. C'est pas facile d'être un disciple d'Osho. Non, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Et je pense pas que Osho ait voulu que ce soit facile pour nous. Je perçois profondément que son but, le grand dessein de sa vie, c'était d'éveiller le plus de gens possible. Et pour nous éveiller, parfois, des petits chocs, ça aide justement à être vigilant et à s'ouvrir et à voir les choses différemment. Il faut aussi savoir que Osho habitait aussi bien en Inde qu'aux États-Unis, dans une maison qui s'appelait Lao Tse House, la maison de Lao Tse. Et quand il a commenté Lao Tse, il y a une dizaine au moins de livres où il commente les enseignements taoïstes, il a dit il n'y a aucune division, aucun éloignement. Avec les autres maîtres, il a commenté beaucoup Bouddha, il a commenté Jésus et beaucoup d'autres. Il peut y avoir une petite distance. Avec Lao Tse, pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il était une réincarnation de Lao Tse? Je ne crois pas, mais que dans l'essence de leur enseignement, il y a vraiment une totale identité. Et dans ce que je perçois de Lao Tse et du taoïsme, il y a vraiment cette compréhension qu'en laissant venir les choses à leur maximum, elles s'inversent. Au maximum du yang, le yang s'inverse et devient le yin. Et le maximum du yin, il devient yang. Et en tant que maître, on peut dire taoïste, Osho, moi, a laissé faire aux États-Unis. Il a laissé faire la situation au maximum pour que ça s'inverse. Je peux dire, Shila, tu t'en vas, tu n'es plus la responsable générale. Mais ça aurait été faire usage lui-même du pouvoir. Il a laissé Shila aller au bout de ses délires quelque part. Et ça s'est inversé. Elle est partie et la vérité est apparue au grand jour. Et pour nous tous, ça a été des enseignements extrêmement précieux. Et Osho après a parlé avec beaucoup de force. Il faut lire ou écouter les discours qu'il a donnés à la fin de la période en Amérique, quand il a repris la parole finalement, et après aussi quand il est retourné en Inde. Vraiment, il éclaire ces phénomènes de pouvoir. Il appelle à notre responsabilité. Être disciple, c'est pas abdiquer sa responsabilité. C'est en faire bon usage de notre clairvoyance, de notre esprit de jugement, de notre sensibilité. Et c'est que quelque chose ne nous convient pas, oser dire non. Et c'est ce qui s'est fait après. Et y compris après sa mort. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, justement, à un moment donné, il dit je vous ai donné ma vision et je vous ai dit maintenant allez-y, incarnez-la, faites-en une belle œuvre. Et puis vous avez préféré choisir Hitler. Donc est-ce que vous voulez que je rappelle Hitler ou maintenant est-ce que vous voulez. Il ouvre la question, quoi. Et je trouve ça puissant comme enseignement parce qu'effectivement, vous avez vu que vous aviez ces ombres-là, que c'était très facile en fait d'y glisser. Donc ça fait comme une espèce d'électrochoc en fait, une leçon par le vivant, par l'électrochoc. Exactement. Et qui ensuite, tu me disais donc à Pune, qu'est-ce que ça a donné par la suite? Voilà ce qu'on appelle Pune 2. Donc Pune 1, c'est l'époque où Osho était là avant de partir en Inde, donc il y a les périodes américaines, et Pune 2, c'est après quand il est revenu en Inde. Et l'esprit et l'énergie étaient complètement différents. Je suis allé plusieurs fois, j'ai passé des mois là-bas, et il y avait une clarté, un alignement dans les rapports humains. Tous ces phénomènes de pouvoir avaient été identifiés, repérés. Il y avait ce qu'on appelle notre radar à bullshit, notre radar à entreprise merdique, qui était éveillé. On voyait quand quelqu'un rentrait dans ce truc, moi je, et du coup toi tu es là et toi tu fais ça. Non, c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre. On a envie de vivre en se regardant dans les yeux, en se percevant en tant qu'être. Ça n'empêche pas que quelqu'un ait une responsabilité, mais c'est une fonction qu'on assume. C'est pas un rôle pour justement grossir son importance, son ego et avoir du pouvoir sur les autres. Assurer une responsabilité, c'est être au service, au contraire. Et ça, alors je dis pas que tout est devenu parfait, mais il y a eu un tel enseignement vécu, existentiel, que dans le mouvement d'Osho, de son vivant et ses dernières années de vie sur Terre, donc il est mort en 90, et après, il y a une différence. On n'est plus rentré dans ces phénomènes de pouvoir, d'abus, etc. Et je pense que ça a été un cadeau extraordinaire qu'il nous a fait. Pas un cadeau facile, mais un cadeau très précieux. Et quand tu disais Hitler, cette référence à Shila dans ce qu'elle a pu incarner de fasciste, de pouvoir, qui fait que aussi les choses se sont mises en place très vite en quelques années et que ça a pu fonctionner. Mais est-ce qu'on a besoin de ce rapport de pouvoir pour être efficace? On peut le faire grâce à notre motivation et dans une sorte d'horizontalité consciente. On peut se partager des rôles sans avoir besoin d'un chef derrière qui dit tu fais ça, tu fais ça. Donc je crois que ça nous encourageait, mais avec une incroyable puissance à grandir, à assumer le pouvoir, pas à l'ignorer, comme dans la première phase peut-être en Pune 1,
c'était assumer notre sexualité et nos désirs, pour pouvoir après aussi grandir et fonctionner à travers tous nos centres d'énergie et pas que le centre sexuel. Là, c'était l'éveil du centre du pouvoir, le troisième chakra, de pouvoir rentrer dans cette puissance et y ajouter ce phénomène de conscience et la connexion au cœur qui fait qu'on n'est plus dans la route du pouvoir.